Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Niaga sur la Sport. Cet après-midi, on va vous parler de plusieurs thèmes. Au premier numéro, Fegui Foot, ministère des Sports. Quel type de gouvernement, quel type de gouvernance faut-il pour le football guinéen? Au deuxième numéro, nous vous parlerons du championnat de National 1. Déjà, la phase des playoffs s'annonce pour les 4 équipes qualifiées. Espérance sportive de Ratouma, Ziama FC, Lelou FC et MLK. Au dernier numéro, nous vous parlerons de 2 gardiens qui sont en train de faire une saison exceptionnelle. Ousmane Kamara, gros bébé de la Flamme Olympique, et Hiro Diallo de la Renaissance FC de Bonfi. Tout à l'heure, nous serons là sur le plateau pour l'ouverture des débats. Eh bien, de retour sur ce plateau, comme je le disais à l'entame, on a 3 thèmes à aborder dans cette émission. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Bonsoir à Emma Diallo, journaliste sportif. Vous êtes dans cette émission Niaga sur la Sport cet après-midi. Comme premier thème, on va aborder du rôle du ministère des Sports de la Fédération guinéenne de football. Quel type de dirigeant faut-il au football guinéen pour un développement, pour une émancipation? Gabriel Thomas Lama comme consultant. Sans plus tarder, bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Yaruga, oui, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Yaruga Kamara et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison partout dans le monde entier, et je vous propose de suivre chaque émission de Niaga sur la Sport. Merci. De retour sur ce plateau pour aborder les différents thèmes. Sans plus tarder, Emma Diallo, nous sommes dans ce siège Fegui Foot, ministère des Sports. Quel type de dirigeant faut-il pour le football guinéen? Pour le football guinéen, je pense qu'il faut d'abord se donner la main. C'est l'essentiel. En plus, il faut quelqu'un qui aime le football et quelqu'un qui a une bonne vision, qui peut nous permettre à ce que le football d'abord se développe localement, qu'on développe le football à la base, qu'on développe le football local pour qu'on puisse s'exporter à l'extérieur. Et le ministère aussi a un rôle à jouer, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, on ne peut pas développer le football. En parlant de football, on parle forcément d'infrastructure. Et quand je prends la commune de Dixine qui a 22 quartiers, et dans ces 22 quartiers, on n'a qu'un seul terrain. Comment développer le football de 22 quartiers avec un seul terrain? Donc il faut que le ministère d'abord s'investisse dedans et que la fédération aussi puisse apporter son aide pour qu'on puisse... Ok, on vous comprend largement sur ce passage. Maintenant, quel type, selon vous, après votre remarque sur le terrain, quel type de dirigeant il nous faut pour faire vraiment une bonne lancée sur le football guinéen? Il faut quelqu'un qui aime d'abord le sport, ça c'est un. Il faut quelqu'un qui a une vision sur le sport. Et il faut quelqu'un qui a aussi de l'argent, parce qu'on ne peut pas développer le football sans argent. Même si tu as l'argent aussi, il faut un peu l'amour. Donc il faut que ces 3 critères soient respectés pour développer. Ok, Gabriel, selon vous, quel type de dirigeant faut-il pour le football guinéen? Pour moi, Yaruga Kamara, il faut un dirigeant intègre, c'est-à-dire qui a une gestion honnête, transparente du football guinéen sans corruption. Un homme qui a une vision stratégique, c'est-à-dire un plan clair pour le développement du football, formation, infrastructure, compétition. Je pense que c'est le football à la base, une bonne vision claire pour pouvoir permettre à notre football de voir le haut sommet africain, pourquoi pas mondial. Et aussi, il faut des compétents, des professionnels du sport qui s'y connaissent mieux dans cette pratique, dans ce facteur footballistique. Et aussi, il y a ce facteur de l'ancrage, quoi, c'est-à-dire celui qui connaît mieux le football aussi local, plus proche des clubs et qui connaît les réalités qui s'y passent aussi, parce qu'il faut savoir que le développement aussi le développement du football d'un pays passe aussi par un bon championnat. Je pense qu'il faut aussi miser dans son propre championnat aussi. Et pourquoi pas aussi ce dernier facteur qui est l'ouvrage et le partenariat. Donc il faut avoir un bon carnet d'adresse, comme vous l'avez si bien dit, pour pouvoir exporter notre football de loin, aller chercher des partenariats de partout. Yaruga Kamara. Justement, vous l'avez parlé, Emma également, nous parlons de carnet d'adresse. Le football, dans un plan large, il faut plusieurs détails, il faut avoir plusieurs éléments sur soi pour avoir ici une bonne lancée ou une bonne dynamique dans son développement. En Guinée, il y a ces facteurs et ces critères qui nous manquent. Il a rappelé
il faut avoir vraiment de moyens de ses ambitions et avoir les infrastructures. On parlait du ministère des Sports, mais du côté du ministère des Sports, il faudrait également l'État guinéen fasse du football une priorité. Ce n'est pas le cas en Guinée. Lorsque l'État arriverait à faire le football de sa priorité, on verrait tout à l'heure le développement du football. Un exemple parlant, c'est la Tanzanie aujourd'hui qui est en train de faire une révolution de son football. Grâce à quoi? C'est à l'investissement ici de l'État tanzanien. Les clubs également sont très bien structurés. Donc, il y a tout un arsenal ici mis en place pour permettre au football local de s'émanciper, de se développer ou de voir un progrès. Maintenant, je vais revenir à notre invité, Emma Diallo. Emma, vous êtes journaliste sportif et vous connaissez la réalité du football guinéen. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions emboîter le pas du Sénégal, du Maroc, de la Mauritanie et tous les pays en éclosion aujourd'hui dans le football? Il faut d'abord des infrastructures parce qu'on ne peut pas accepter qu'à nos jours que la Guinée soit sans stade pour jouer le football. On n'a aucun stade disponible qui peuvent accueillir d'abord. Si le Sili national joue à l'extérieur, comment est-ce que nous pouvons parler du développement du football? Il faut d'abord les stades. Et en plus, il faut que les dirigeants, ceux qui sont autour de la chose, qu'ils se donnent les mains. Parce qu'on ne peut pas évoluer en rang dispersé. Parfois, quand quelqu'un essaie de faire du bien, il y a d'autres personnes qui disent non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut qu'on essaie de se donner la main. Et en plus, qu'il faut que l'État essaye. Non, il faut que l'État mette de l'argent pour le football. Il faut que l'État fasse du Il football. faut que l'État ici, mette sa de l'argent priorité. parce qu'on ne peut pas accepter que depuis des mois, le stade du 28 septembre, on nous avait dit que le stade serait disponible Au depuis mois de le mois mars. Non, le mois de février. Oui, Depuis c'était la première Depuis information. le mois de février, on est à mai aujourd'hui, le stade n'est pas toujours disponible, le stade de Nongo pareil. Il faut que l'État fasse du football sa priorité pour qu'on puisse développer d'abord le football local. Parce que quand on parle de football en Guinée, tout le monde parle du Sili national, du Sili national. Et pour que le Sili national arrive à performer, il faut d'abord réglementer la base. Oui, il faut avoir une base, comme vous l'avez sans doute bien rappelé. En Guinée, le football tourne autour du Sili national. Et pourtant, il y a des choses à faire, il y a des bases à poser. Beaucoup plus également, il y a beaucoup de choses à faire. Comment Je te reviens sur ce passage, comme le disait Emma. En Guinée, le football tourne autour du Sili national. Lorsque c'est le Sili qui joue, tout le monde s'amasse pour aller accompagner l'équipe. Mais derrière, il n'y a pas de base solide. Qu'est-ce que je veux dire par la base solide? Il faut d'abord réorganiser ici le football, que ce soit avec les entraîneurs, avec les arbitres, les infrastructures, surtout structurer les équipes de football et mettre les hommes ici capables de permettre à notre football de s'émanciper. Ce n'est pas le cas. Donc ça pose beaucoup de problèmes sur le plan local et on n'arrive pas à décoller. Ça rattrape toujours nos équipes nationales, nos différentes sélections dans les compétitions parce qu'il n'y a pas de base. Normalement, Gabriel, vous avez quelque chose à... Il n'y a pas de base, Yaruga, comme on l'a si bien dit, je l'avais renuméré pour un premier temps, il faut un football à la base. Il faut que le football se joue dans tout le pays aujourd'hui. Je le dis souvent, le Sénégal s'était inscrit dans cette lancée, c'est-à-dire c'était un projet à long terme. Mais aujourd'hui, nous, Guinéens, on est précis. D'abord, il faut se lancer sur un problème infrastructurel d'abord parce qu'il faut le terrain. Se lancer dans la formation des formateurs et des compétitions. Parce que quand on prend sur le sol sénégalais, l'année à laquelle que le Sénégal a réussi à rafler tous les trophées au pays, quand je vérifie que c'est une preuve d'un travail de longues années parce que les compétitions se jouent même dans les régionales, mais il faut être le Sénégal pour y connaître les championnats. Le championnat des jeunes se jouait, le championnat féminin, c'est-à-dire tout se passe. Le football se jouait dans le pays en général. Donc, cela a été un mérite. Donc, ça, c'est une preuve, une véritable preuve pour le développement du football. Donc, il faut investir sur le football à la base. C'est ça. Il faut investir sur le football à la base, infrastructure, formation des formateurs, oui. Et puis aller sur le plan compétitionnel de management et tout. Oui. Parce que avec la Guinée, nous n'avons pas de partenariat. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ici citer une académie qui a un partenariat avec un club à l'étranger. Ce n'est pas facile pour ne pas être trop long. Vous l'avez sans même doute le touché ce point. Même le championnat, quand tu parles les stades, dans le championnat, il n'y a pas de marketing. Quand pas de marketing, pas de sponsor. La Ligue de football, vous savez, les sociétés qui viennent pour acheter ici le droit d'image,
on ne voit pas ici le résultat sur les clubs. Sinon, dans un championnat véritablement professionnel ou dans un pays, dans un cadre de football propice et dans un bon environnement, il faudrait que toutes les équipes ou tous les clubs bénéficient du droit d'image. Ça leur permettrait également de prendre quelque chose, quelques dépenses et combler certains trous. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas. Les clubs n'ont pas de sponsors parce que c'est un pan qui est déjà créé ici. Ça a été toujours la même plaie, les mêmes cicatrices pour notre football. Pas de base. On évolue en rang dispersé. Il y a eu la preuve, vous allez m'excuser. L'année dernière, il y avait le championnat 17 qui a été mis en place. Le championnat 17 qui a été mis en place. Grâce au département compétition. Mais cette année, on a vu que c'était juste une compétition. C'était tape à l'œil. C'était un tape à l'œil, juste organiser une compétition et tout. C'était une manière de tromper la FIFA, on a compris. Ils ont dit de créer un championnat des jeunes U17. Donc la fédération a profité avec les subventions. Finalement, pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, mais finalement nous sommes... Non, c'était là juste parce que la FIFA avait... juste tombés dans les erreurs du passé. La FIFA a été claire et catégorique sur ses subventions pour les différents pays. Tu prouves ici un résultat, tu donnes les données ici, ou tu envoies un résultat vraiment palpable, on te donne plus d'argent. Tu restes avec la somme qui a été allouée à ton pays ou bien à ta fédération. Donc la Guinée, dans ce siège ou sur cette lancée, s'est focalisé de créer ce championnat, mais c'était une manière de tromper et de profiter. Le championnat n'a même pas duré d'ailleurs, ça n'a pas fait pas duré, ça n'a pas fait. Et puis, même non, le championnat le titre de champion, ça a été lors des phases de tour, donc de la Ligue 1. Ok, donc pratiquement c'est que au lieu 13 journées, 13 journées. Il y a eu 13 journées, au lieu de 26 journées, il y a eu 13 journées. 13 journées. Et puis, chose pour laquelle le championnat est organisé, si on vérifie réellement, c'était pour participer, c'est-à-dire pour ne pas avoir c'était juste se masquer devant la FIFA pour dire on pour a la organisé prochaine un sélection championnat U17. des jeunes, tant. Alors, sans plus tarder, on va parler du deuxième thème. On va aborder le championnat du National 1, saison 2024-2025. 4 équipes sont qualifiées pour les playoffs. On a l'équipe de Ziama, Espérance Sportive de Ratouma, MLK et la formation du Lille UFC. Emadian Diallo, comment est-ce que vous avez observé ce championnat à distance? Parce que vous étiez également sur le terrain, mais par rapport à la productivité ou la production des équipes, comment vous avez observé cette compétition cette année? Il faut d'abord noter le retard de démarrage, parce qu'il y a eu 2 dates qui ont été fixées, après qui ont été reportées. En plus, en regardant le contenu, franchement, j'ai trouvé du beau football qui m'a surtout plu, surtout avec des équipes qu'on n'attendait pas forcément, qui ont réussi à s'imposer. Oui, les équipes qui ont créé des sensations. Donc, Gabriel, vous avez suivi tant avec nous cette compétition. Il y a des équipes qui ont fait une véritable bataille pour avoir ici le dernier carré. On peut parler de la formation de MLK, de l'Espérance Sportive de Ratouma. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'organisation de ce championnat? Bon, ce qui m'a marqué d'abord pour parler de ce championnat, Emadian l'a signalé à sa prise de parole, il y a eu un retard suite à la subvention, et finalement cette compétition, c'est vraiment, je suis heureux de revoir maintenant cette compétition, parce qu'à un moment donné, moi je n'y croyais pas, je m'attendais à ce qu'une 3e date soit aussi repoussée, mais heureusement que la compétition a eu lieu. Finalement, les clubs et la Ligue, ils se sont compris sur les subventions. Donc, ce qui m'impressionne beaucoup dans cette compétition, c'est l'éclosion des jeunes talents, parce que cette compétition nationale 1, il y a franchement eu du beau jeu, du beau football qui s'est passé, surtout au centre technique de Nongor. Il y a eu d'excellents matchs qui sont passés. Donc, toute la sensation de cette compétition, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'arrivée de l'académie sportive MLK. Voilà, monument libre de Kaloum qui a réussi à faire cette succession, c'est-à-dire cette continuité de la Ligue de la nationale 2 pour la nationale 1. Je pense que l'Espérance de Ratouma, je pense que ces 2 clubs sont fortement venus pour impressionner les autres clubs qui se trouvaient dans cette compétition de la nationale 1. Je pense que c'est vraiment sensationnel ce que les équipes font, c'est vraiment magnifique, parce que ces 2 équipes sont
qualifiés pour le Ok, playoff, pour la montée en Ligue 2. les deux formations sont qualifiées pour les playoffs. On attend maintenant la date officielle de playoffs entre ces 4 formations du côté de la Ligue amateur de football. Car cela ne tienne, quel message avez-vous par rapport aux dirigeants de la Ligue amateur? Parce qu'on a vu beaucoup de lenteur pour l'organisation de ces championnats. On n'a pas compris, vous l'avez rappelé. Il y a eu plus de 3 reports sur cette organisation. 2, si je ne me trompe pas. Deux reports. Finalement, le troisième a ça a eu lieu, heureusement. Mais tout ça, ça permet pas aux équipes d'être vraiment aptes. Parce que les équipes dépensent pour jouer les compétitions. Les équipes ont déjà engagé les préparations. Et la première date qui était retenue n'a pas été vraiment respectée. Deuxième n'a pas été respectée. Et puis, heureusement, on est tombé avec cette dernière. Quel message avez-vous à donner? Moi, mon message à donner aux dirigeants de la Ligue, finalement, c'est, comment dirais-je, c'est concernant que ce soit de façon stricte, de façon directe, et afin qu'ils puissent mettre les moyens à la disposition des différents blocs pour que le championnat se joue à l'avance. Parce qu'il faut sans savoir que les équipes qui s'en sortiront de ce play-off, finalement joueront la Ligue 2. Donc ces deux équipes-là partiront jouer la Ligue 2 tellement épuisées parce qu'ils vont directement rentrer dans la compétition et n'auront pas le temps de repos. Je pense que ça va jouer ces différentes équipes-là. C'est là le facteur, le calendrier n'est pas tellement... Il faut respecter pour les équipes. Il faut désormais respecter. Moi, je dirais que c'est un avantage pour eux parce que la Ligue 2 s'est pratiquement stoppée en septembre. Donc, depuis septembre, les clubs de la Ligue 2 ne sont pas en compétition. Il va y avoir 2 clubs qui viennent d'une autre compétition. Ça leur donne davantage d'être en jambes. Et ce qui est déplorable dans ça, c'est parce que nos ligues guinéennes ne sont pas indépendantes. Ils attendent toujours à ce que la fédération mette de l'argent. Normalement, dans les autres pays, les ligues sont indépendantes. Oui. Et les ligues arrivent à avoir des sponsors qui peuvent se financer elles-mêmes. Et ici, on attend toujours à ce que la fédération mette de l'argent, Je pense que c'est quelque chose qui est dommage parce que nous, on nous fait du tort, nous qui jouons la Ligue 2. Depuis septembre, on n'est pas en championnat et c'est vraiment... Maintenant, là, on va jouer dans le mois de... soit août ou septembre. Sous la saison pluvieuse. Ce qui est dommage, surtout que quand tu as des voyages à Cancan, à Kamsa, à Labé, mais attention, en connaissant l'état des routes... Mais attention, récemment, la Ligue de football professionnel a tenu une réunion avec les clubs de la Ligue 2 pour ici trouver un terrain d'entente, un consensus sur la manière d'aborder la nouvelle saison de la Ligue 2. Soit ça va se jouer en 2 poules. Donc il y a toutes ces perspectives en jeu. On espère que ça va fonctionner pour le bien des équipes. Mais avec la programmation, c'est un problème pour les équipes. On l'espère vraiment. On espère vraiment. Cap sur le dernier virage de votre émission Niaga Sola Sport. Vous nous suivez sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter et sur nos différentes plateformes et canaux digitaux. Où que vous soyez, continuez à suivre votre émission et partagez massivement. Et là, on va parler de 2 gardiens qui sont en train de faire une saison de sensation. Au prime abord, Ousmane Kamara, gros bébé de la Flamme Olympique. Il est en train de sortir une saison masterclass. Après son départ de l'AS Kaloum, c'était pas facile pour lui. À quelques mois du CHAN, le gardien de la Flamme est en train de faire une saison époustouflante. Et le gardien de la Renaissance FC de Bonfillero Diallo, qui est en train de faire une saison de sa vie. Il est au sommet de sa carrière, ce jeune gardien. Et moi, vous observez autant plus que nous, le championnat guinéen. Quelle lecture avez-vous à faire de ces 2 jeunes gardiens? Commençons par Ousmane Kamara. Moi, je dirais, gros bébé a surtout sauvé la saison de la Flamme Olympique parce que ça n'allait pas. C'est pas encore sauvé parce que le championnat, s'il vous plaît, la saison n'est pas encore sauvée. Ils sont sur une phase où c'est presque sauvé. Ils peuvent encore se maintenir, mais si on a vu Gros Bébé ce qu'il fait avec la Flamme actuellement, si Gros Bébé n'était pas là, moi je voyais déjà la Flamme Olympique en 2e division. Il a réussi à stabiliser cette équipe et il fait des gros matchs à chaque fois, à chaque apparition. Récemment contre Milo, on a vu, il a repoussé un penalty, il a été 2 fois successif homme du match. Je pense que c'est un gardien aujourd'hui qui envoie de la stabilité et qui rassure beaucoup ses coéquipiers. Ah oui, c'est un argument valable à lui. Il a parlé des prouesses de Ousmane Kamara, gros bébé. Il n'a pas tort parce que le gardien est venu au bon moment. La Flamme était au bord de la rupture. Récemment,
récemment, avec sa venue, les choses sont en train de changer, se décanter. Maintenant, également, vous, sur la même lancée, quelle remarque faites-vous sur la saison de Ousmane Camara? La saison, je pense que vous l'avez si bien dit, après l'AS Kaloum, ça n'a pas été facile avec des blessures finalement qui l'ont empêché de rejoindre l'équipe nationale A lors des recoupements qui suivaient juste après sa blessure. Je pense que ce jeune a eu le mental fort et l'appel du club de la Flamme Olympique pour venir sauver parce qu'eux aussi ils avaient ce problème de gardien là. Et finalement, on a vu que sa présence se fait vraiment sentir depuis son retour. Il fait forte impression. 2 formes du match récent lors de la 18e et de la 19e journée, respectivement contre la SAC de Sigiri. Il a arrêté un penalty et fait, c'est-à-dire beaucoup d'arrêts remarquables dans la rencontre finalement du match. Et contre le Milo, c'est vraiment magnifique, sensationnel. C'était la confirmation qu'il est dans sa forme, qu'il est dans sa forme de sa carrière, parce qu'il a enlevé un penalty à la 87e minute et finalement, ça, c'est pas facile. Ça, c'est véritablement un espoir. Je pense que ce gardien aujourd'hui mérite d'être aujourd'hui. Il est en maturité. Il est en maturité. Il mérite aujourd'hui les sélections nationales du pays, toutes les sélections nationales du pays, à savoir locales et l'équipe, parce qu'il a vraiment du talent. C'est un jeune gardien très, très talentueux. Ok, merci. Emma, on va parler du gardien de la Renaissance FC de Bonfi, Yero Diallo, un jeune gardien venu de nulle part qui est en train de créer de la sensation dans le championnat guinéen. Comment est-ce que vous voyez ce jeune de la Renaissance FC de Bonfi? Yero, je dirais, c'est la révélation au poste du gardien de cette saison. Tout le monde voit ce qu'il fait avec la Renaissance. Ils sont 3e et c'est grâce à lui. Grâce à lui et le collectif. Surtout grâce à lui. Non, c'est le collectif. Ouais, je dirais c'est le collectif. C'est le collectif, attention. Surtout grâce à lui parce que le collectif peut être bon si derrière ça ne rassure pas, c'est que ça encaisse. Non, c'est tout un collectif. Soyez logique. Il faut que le gardien soit à un niveau où que le gardien apporte ici de l'assurance. Il apporte une part. Il apporte une part. Je dirais pas que. Tu peux marquer 5 buts, tu encaisses 6 derrière. Emma, c'est bon. S'il vous plaît, suivez-moi. Le gardien ici apporte sa part pour la montée en puissance de l'équipe. C'est très important. C'est un collectif qui est là, c'est un groupe. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le gardien. Effectivement, on ne peut pas mettre sur le gardien. Sans les attaquants, les milieux de terrain, il n'y a pas une équipe. Donc, je voudrais que vous essayez un tout petit peu de réduire ici cet écart que vous créez entre les effectifs. C'est très important. Ce n'est pas un écart que je crée. Mais j'essaie juste de montrer à quel niveau vous pouvez flatter le gardien. Ce jeune est extraordinaire. Ouais, effectivement, aujourd'hui. mais si vous parlez de l'effectif, c'est bien beau de marquer 4 buts, 5 buts, mais si tu encaisses 6 ou 7, c'est que tout ce que tu fais, c'est zéro. Quand le gardien ne rassure pas, même si le collectif est bon, ça ne sert à rien. Il faut que le gardien assure d'abord. Je comprends largement votre inquiétude. Le gardien, mais tout sauf dans une équipe de football, c'est un collectif. Le gardien peut être bon. Si les attaquants ne marquent pas, l'équipe ne pourrait pas partir jusqu'à cette étape. C'est compliqué, c'est quasi impossible si les milieux de terrain ne sont pas aptes et surtout la défense. Donc il ne faut pas tout remettre sur le gardien. On a vraiment reconnu les exploits du jeune gardien. Dans le football actuellement, on oublie souvent l'apport des gardiens. Non, et moi parfois ça m'énerve. On parle des défenseurs, on parle des attaquants. On va gagner en temps, je n'en disconviens pas. Je reconnais les efforts du gardien, mais il ne faut pas mettre toute couverture sur le gardien. Voilà, toute cette belle performance de la Renaissance FC. Maintenant, on a tiré ici un lot, on a tiré quelqu'un ici qui se sort du lot. Tu vois, un peu au-dessus de l'équipe, mais il ne faudrait pas tout remettre sur lui. Donc, il faudrait un tout petit peu équilibré. Gabriel, vous allez parler également de Héros. Voilà, Ima l'a bien dit à sa prise de parole tout à l'heure. C'est la révélation côté gardien de but cette saison. Je pense que ce gardien est très fort aujourd'hui dans les arrêts. Il a réussi à sauver plusieurs fois la Flamme Olympique. D'ailleurs, si on vérifie la Renaissance, du moins c'est la Renaissance, si on vérifie ces stades, 19 matchs en cours depuis le début de cette saison de la Ligue Anguico Press, et puis il a fait 13 arrêts. Je pense que c'est formidable. Et ce jeune gardien, je pense que c'est un futur promoteur pour le football guinéen. Et je pense qu'il pourrait être l'un des prétendants aussi pour le CILI local. Il y a une compétition qui arrive
Le CHAN qui arrive voilà, au mois d'août, au mois d'août. Jusqu'au 30 Voilà, août, 2 en jusqu'au 30 Tanzanie, août. Voilà. Kenya et Ouganda. C'est l'un des prétendants. Je pense que Yoro, c'est le futur vraiment parce que il a tout donné pour cette magnifique saison que la Renaissance FC de Bonfi est en train de réaliser. Troisième, et demain, ils affronteront La formation du Oreassi au stade de Koléa. Oui. Et c'est un match aussi qu'il faut faire fort pour pouvoir faire parler de lui sur C'est un la match toile opportun. guinéenne. C'est un match C'est un opportun. match opportun. Avant de clore cette émission, avant de boucler, on va juste parler de cet aspect des gardiens. Ce n'est pas de notre thème, mais ça nous renvoie à un tout petit peu toucher en profondeur cette lutte des gardiens. Selon vous, quels seraient les 3 types qui seront dans cette équipe pour le CHAN? Parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui performent actuellement. Bon, pour ma part, le choix est tellement difficile parce que on a beaucoup de gardiens aujourd'hui qui font une très bonne saison. On a beaucoup de gardiens talentueux, mais le témoin, pour ma part, moi j'aurais préféré 3 gardiens pour le Chana. Ok, de façon résumée. Voilà, pour ma part, de façon résumée, le premier c'est Ousmane Kamara, gros bébé qui est dans une forme exceptionnelle à quelques mois du CHAN. Et puis le deuxième gardien, Mori Keita du Afia FC. Et puis le troisième, la révélation de cette année, le jeune Yero Diallo de la Renaissance FC de Bonfi. Okay. Ça, c'est mes top 3 pour le CHAN. Moi, mon top 3, je dirais d'abord Mori du Afia, vu que c'est le 3e gardien du Sili national. Par rapport à l'expérience et tout. En plus, Ousmane Kamara de la Flamme Olympique qui effectue une belle saison. En plus, il y a Yero Balde, on peut pas... Yero Diallo, du moins, on ne peut pas oublier la révélation de la saison en Ligue 1. Ok. Emma, votre dernier mot pour boucler cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci à vos téléspectateurs. Gabriel. Mon mot de fin, c'est pour dire merci à nos différents téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Mon fils Mohamed Barry me suit, celui qu'on appelle Bengbe. Et puis, bonne chance à l'équipe de coach Ben. Je prie Dieu que cette équipe voit la Ligue 2 la saison prochaine, Association Sportive MLK. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ok, grand a été le plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Ravi de vous savoir nombreux. Et merci à nos différents techniciens du côté de la Belle Vitrée, Aïcha et puis M. Bangoura qui assure ici la coordination avec toute l'équipe en place. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine fois.